Nous savons que le premier Rashi de la Torah énonce que la Torah aurait dû commencer à Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, c'est-à-dire au milieu de la parashat Bo, où la Torah va énoncer les premières mitzvot qui vont concerner le peuple d'Israël constitué. Alors la question est posée, pourquoi commencer par le livre de Bereshit? Je ne vais pas entrer dans les détails du Rashi et du commentaire qu'il serait très intéressant, très opportun de rapporter, mais on va dire ceci. C'est qu'avant de nous parler des mitzvot, comme dit un adage talmudique, derech eretz kadma la Torah. Avant de nous enseigner la Torah proprement parlée, c'est-à-dire la manière de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, la Torah va nous relater un certain nombre de pages d'histoire. Et ces pages d'histoire s'appellent Derech Eretz. Derech Eretz, littéralement, le chemin de la terre, c'est-à-dire le comportement, le cheminement. Et tout ce Sefer Bereshit que nous sommes en train de traverser nous fait rencontrer un certain nombre de personnages. On a vu Adam Arishon, on a vu Caïn, on a vu Noah, on a vu Abraham, Yitzhak, Yaakov, maintenant on est avec Yosef. Il y a un personnage dont tout le monde va parler, bien évidemment, Moshe. On ne peut pas dire Moshe sans dire Moshe Rabbeinu, notre maître, parce que c'est notre maître à tous, c'est celui qui nous a transmis la Torah, c'est celui qui a dirigé le peuple d'Israël, on va dire depuis sa naissance jusqu'à son entrée en terre de Canaan. Moshe, qui n'est pas simplement appelé Moshe et par nous Moshe Rabbeinu, mais qui est appelé par la Torah elle-même Eved Hashem, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, Isha Elokim, l'homme de Dieu. Moshe, dont Akadosh Baruch Hu va dire qu'il est le plus hanav des hommes, le plus humble, et celui que l'on dénomme le Av HaNevi'im, le père des prophètes. Sa névoie n'a absolument rien à voir avec celle d'un prophète quel qu'il soit. Alors on va essayer de voir, est-ce qu'il y a une prédisposition de Moshe? Est-ce que les choses sont déjà acquises? Ou est-ce que Akadosh Baruch Hu va choisir et son choix va être motivé? J'ai pris donc un petit peu d'avance sur le Sefer Shemot, mais c'eût été dommage de faire ça juste avant ou juste après. Pour les personnes qui ont lu la parashat Shemot, vous allez vous retrouver un certain nombre d'éléments. Celles qui ne l'ont pas encore lu ou relu, quand on la lira dans maintenant 2 semaines, puisque ce n'est pas ce Shabbat, c'est pas le Shabbat d'après, le Shabbat suivant, eh bien, vous retrouverez tous les éléments que nous aurons dit ce soir. Alors effectivement, il y a une espèce de prédestination. Si on regarde un certain nombre de paramètres, de détails, nous savons que Pharaon avait pris cette décision, d'abord en convoquant les 2 sages-femmes hébreux, il leur avait demandé de tuer à la naissance les garçons, oui, sur le siège d'accouchement, mais voyant que les sages-femmes ne l'écoutaient pas, il avait pris cette décision, ce décret, que tout garçon qui naîtrait en Égypte serait jeté dans le Nil. On dit qu'à ce moment-là, le responsable, le chef, le dirigeant de la génération, qui n'est autre que le père de Moshe, Amram, décide de rompre avec son épouse. À quoi ça sert de vivre ensemble, d'avoir des enfants, si c'est pour les jeter dans le Nil? Et à ce moment-là, leur fille, l'aînée de Moshe, l'aînée même de Aaron, Myriam, va dire à son père, finalement tes décrets sont plus durs que ceux de Pharaon, parce que Pharaon ne s'en prend qu'aux garçons, et toi en te séparant de maman,
tu es en train d'empêcher la naissance même de filles, et pas seulement à notre niveau, mais puisque toute la population hébreu a les yeux rivés sur toi, eh bien c'est toute la population qui va agir de la sorte. Alors le passouk dit Vayeler ish mit beit Lévi, Vayikar et bat Lévi. Un homme de la tribu de Lévi est allé prendre la fille de Lévi. La fille de Lévi avec un déterminant, avec un article défini, pour nous dire, bien sûr c'était la fille de Lévi elle-même, mais pour nous dire la fille de Lévi, celle qu'on connaît déjà, c'est-à-dire celle qu'il avait déjà, il a été mahazir au château, il a réépousé sa femme. Dans quelle perspective? Dans la perspective d'avoir éventuellement une fille. C'est ce que lui conseille Myriam. Il lui dit, mais tu es en train d'empêcher la naissance de filles. Donc lui se dit, probablement qu'on aura une fille. Eh bien, ce n'est pas une fille qui arrive au foyer, c'est un garçon. Mais un garçon dont nul ne s'aperçoit de la présence. Comment se fait-il? Parce que, dit le Midrash, il est né prématurément. Il y avait des inspecteurs qui venaient régulièrement dans les familles, quand ils savaient qu'il y avait une femme enceinte, ils venaient au terme de la grossesse pour vérifier si naissance il y avait et de quel sexe était l'enfant. Eh bien, les services de Pharaon ne pouvaient pas encore venir chez Yocheved puisqu'elle était censée être en pleine grossesse. Oui, mais un bébé, ça pleure. Le Midrash dit non, il ne pleurait pas. Il était tranquille, il était calme. Ce qui fait que personne ne s'est aperçu de la présence de ce nourrisson. Mais non seulement cela, oui. Quand il va apparaître, il est dit, il va terrer auto qui tovru. La maman a vu qu'il était tov. Tov, tov, ça se traduit par bon. On aurait pu attendre qu'il était mignon, il était joli, qu'il était yafé, il était bon. Le Midrash explique que bon ici, ça rejoint d'autres références. Il était mahoul, il était circoncis. Pas seulement ça, la maison s'est remplie de lumière à la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc tout laisse à penser que son sort est déjà assuré d'avance. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, il est dit que la mère l'a caché pendant 3 mois. Elle l'a caché 3 mois. Oui, c'était les 3 mois qui étaient ceux de sa fin de grossesse. Il était né au 6e. Elle a pu le cacher donc jusqu'à la fin. Mais au terme de ces 3 mois, elle ne peut plus le cacher. Alors elle va le déposer dans le Nil. On sait qu'elle a confectionné un berceau étanche et elle le dépose sur le Nil. Les flots du Nil, c'est pas rien. Or, il ne se passe rien sur le Nil, le berceau va rester en l'état. Nous savons, la tradition nous dit, que Moshe est né le 7 Adar. C'est aussi qu'il est décédé le 7 Adar. Il est né le 7 Adar. Si vous faites le calcul, 7 Adar, rajoutez 3 mois, 7 Adar jusqu'au 6 Nissan. 6 Nissan, 6 Iyar, 6 Iyar, 6 Sivan. Le 6 Sivan, Moshe termine ses 3 mois. Le 7, il est déposé dans le Nil. 80 ans plus tard, le 6 Sivan, Hakadosh Baruch Hu apparaît au peuple d'Israël pour divulguer la Torah. Le 7, Moshe va monter au Har Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Avinu Bekaye dit, c'est le mérite du 7 Sivan qui a fait que 3 mois avant, le 7 Sivan, qui a fait que 80 ans avant, eh bien, le berceau de Moshe n'a connu aucune difficulté. Et Even Ezra dit, et quand il va être déposé dans le Nil, c'est pas pour y rester longtemps, puisqu'il va être recueilli par, ni plus ni moins,
Bithia, la fille de Pharaon, qui va l'amener au palais royal. Et bien Ezra dit, mais ce n'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Moshe grandisse parmi les siens. Pourquoi? Parce que si Moshe avait grandi parmi les siens, on ne se serait habitué à lui, à sa présence, à sa prestance, et jamais il n'aurait pu avoir l'aura, il n'aurait pu avoir l'écoute qu'ont eu les Bnei Israël quand Moshe se serait manifesté comme étant celui qui allait finalement œuvrer pour la sortie d'Égypte. Donc, tout était en quelque sorte prédestiné. Alors, puisque tout était programmé, entre guillemets, puisque Akadosh Baruch Hu a si bien fait les choses, pourquoi attendre 80 ans? Au début de la paracha de Vaïra, le texte dit que Moshe avait 80 ans lorsqu'il s'est présenté devant Pharaon. Pourquoi attendre 80 ans? Les choix divins ne sont pas des choix arbitraires. Moshe Rabbeinu, comme tous les personnages centraux de notre histoire, va devoir passer un certain nombre de tests. Et les tests, les voici. Pour être un dirigeant, il faut être épris de justice. Et la justice, c'est pas seulement dans le discours, c'est dans les faits. Alors nous allons voir Moshe face à la justice. Nous avons 3 cas qui nous sont rapportés. Le premier, Vayetze Alechav, Moshe va sortir quand il aura grandi, il va sortir à la rencontre de ses frères. Et qu'est-ce qu'il voit? Ish Mitzri, Make Ish Ivri Me'echav. Il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu qui fait partie de son peuple, qui fait partie de ses frères. Alors, je ne m'étendrai pas pour l'instant sur cet épisode, on y reviendra. Vaïfen Kovacho, il se tourne à droite à gauche, Vaya ki ein ish, il voit qu'il n'y a personne, Vaya achet Mitzri, il frappe l'Égyptien, et il va l'ensevelir, Vaïtmeneu Bapol, il l'ensevelit dans le sable. Alors vous me direz peut-être que Moshe, on frappe un de mes frères. Hein? Pas laisser les choses. Il y a une injustice d'un Égyptien contre un Hébreu. Le lendemain, Moshe sort de nouveau à la rencontre de ses frères. Et que voit-il? 2 Hébreux qui sont en train de se disputer. Vayomer la Racha lama takerecha. Il dit au Racha, à l'impie, pourquoi vas-tu frapper ton frère? De là d'ailleurs, on apprend que celui qui s'apprête à frapper a déjà le qualificatif de Racha. Il ne faut pas avoir frappé pour être Racha, mais s'apprêter à frapper déjà suffit pour être qualifié de Racha. Lama takerecha. Ce sont 2 Hébreux entre eux. Non. C'est pas parce que la dernière fois c'était un Égyptien avec un Hébreu et cette fois-ci 2 Hébreux ensemble. Moshe était pris de justice. Il n'est pas question de laisser de la place à l'injustice. Mais bon, on peut dire aussi que le personnage Moshe ne veut pas qu'à l'intérieur de la congrégation, à l'intérieur du peuple, il y ait des rixes, il y ait des bagarres. Alors il va calmer le jeu. Moshe, suite à cet épisode, est obligé de prendre la fuite. Il arrive à Midian. Et à Midian, que voit-il? Il voit des jeunes femmes arriver avec un troupeau. Et oui, c'était les filles de Yitro. Les filles de Yitro, pourquoi les filles de Yitro? Mais Yitro était le Kohen Midian, le prêtre de tout ce peuple qui s'appelle Midian. On dit que Yitro avait rejeté toute forme de Avodah Zarah. Et ayant rejeté toute forme de Avodah Zarah, il était pourtant prêtre de Midian, il avait été lui-même rejeté par son peuple.
rejeté par son peuple, au point que plus personne ne voulait aller faire paître son troupeau. Il était donc obligé de demander à ses filles d'aller lui rendre ce service, qui n'est pas un petit service. Mais arrivé au puits où on devait puiser pour les troupeaux, les bergers de Midian venaient et empêchaient les filles. Oui, empêchaient les filles de puiser. Non seulement ils ne puisaient pas pour elles, mais ils n'avaient même pas la galanterie de les laisser puiser les premières. Donc elles devaient attendre que tout le monde ait puisé et abreuvé leur troupeau pour pouvoir, elles, prendre de l'eau. Et cette eau, elle n'était pas en surface. Vous imaginez, quand tout le monde avait puisé pour les troupeaux. Moshe Rabbeinu voit ça, il s'interpose. Il s'interpose au point que les filles de Yitro vont rentrer très tôt ce jour-là. Le père s'en inquiète. Madoua mihaltem ubrayom. Comment se fait-il que vous soyez venus si vite aujourd'hui? Parce que Moshe n'a pas supporté cet état de fait. Et pourtant, il n'y a pas d'Hébreux qui soient concernés. Ce ne sont que des Midianites entre eux. C'est donc la preuve que Moshe ne supporte pas l'iniquité d'où qu'elle vienne. À ce moment-là, Yitro va le faire rentrer chez lui, et Moshe va devenir lui-même le berger du troupeau de Yitro. Et le texte nous dit, où Moshe aya roe tzon Yitro chotno, Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, vainhag et tzon achar hamidbar. Il va faire paître le troupeau au-delà du désert, bien loin. Et le Zohar de relever, mais comment se fait-il qu'il y ait dans ce verset tellement de détails? Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, et il conduit le troupeau au-delà des terres habitées. Comment se fait-il? Eh bien, on veut apprendre ici un certain nombre de caractéristiques concernant Moshe. Premièrement, il conduit le troupeau de son beau-père. Vous savez, en général, on est très attentionné par rapport vis-à-vis de ce qui nous appartient. Mais quand il s'agit du bien d'autrui, très souvent, quand je vois des enfants à l'école, à la synagogue, etc., abîmer du matériel, monter sur une chaise, sauter sur une table, je leur demande, tu fais la même chose à la maison? À la maison? Mais vous comprenez, le bien commun peut se permettre. Eh bien, Moshe Rabbeinu se faisait paître le troupeau de son beau-père. C'est-à-dire que ce n'était pas son troupeau. Et pourtant, il y attachait une importance aussi grande que s'il s'agissait de son propre bien. Au point que le Midrash dit, une brebis avait pris la fuite, Moshe lui a couru derrière, et lorsqu'il s'est aperçu que cette brebis avait pris la fuite pour pouvoir s'abreuver, oui, il l'a prise dans ses bras, il a dit, mais enfin, je vais te conduire, et puis si seulement je savais. Et on dit que c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu a dit, bon, s'il est capable de faire ça avec une brebis, il sera capable de faire ça avec des humains. Oui. Donc c'est dire l'attention de Moshe. Ce n'est pas parce que c'est le bien de mon beau-père. Il faut être, comme dit l'expression française, réglo. Réglo avec le beau-père, mais aussi vis-à-vis d'autres propriétaires terriens. Parce que vous savez, le tson, les moutons, les brebis, ça ne fait pas que manger de l'herbe. Ça arrache les racines. Et donc, si on est dans des pâturages, dans des herbages qui appartiennent aux uns et aux autres, eh bien, ils vont trouver leur terrain totalement dévasté. Aussi, Moshe va aller faire paître le troupeau loin des terres habitées, à Har HaMidbar, Vaidhak et Tzon à Har HaMidbar. Justice, honnêteté. Ça, ce sont déjà les premières caractéristiques. Mais il y a aussi cette anava de Moshe. Nous avons juste dit un mot, le mot anava.
La Hanava de Moshe, l'humilité de Moshe. Lorsque Hakadosh Baruch Hu va lui apparaître au buisson et va lui demander donc d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Moshe va dire Mi Anochi, qui est l'Echel Paro. Qui suis-je pour aller chez Pharaon? Et Dieu va lui répondre Vezé lecha ot ki Anochi shelachticha. Moshe va lui répondre voici le signe par lequel je t'envoie. En fait, dans le verset, si on lit bien le verset, la réponse d'Akadosh Baruch Hu est voici le signe par lequel je t'envoie, lorsque tu feras sortir le peuple du pays d'Égypte, vous viendrez me servir sur cette montagne. C'est-à-dire, je te mandate, et ce n'est pas une vaine mission, les choses vont évoluer et vont aboutir. Cependant, le Sfat Emet fait remarquer que lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Vezelechaot, c'est une façon de lui dire c'est justement ça le signe. C'est le fait que tu aies posé la question Mi Anochi, qui suis-je? Tu te remets en question, mais moi je ne suis rien, moi je n'ai pas de titre, je n'ai pas de grade, je n'ai pas de diplôme pour aller comme ça parlementer avec le roi de la plus grande puissance, pour gérer tout un peuple. Moi je n'ai pas cette capacité, mais c'est précisément parce que tu poses cette question, Mi Anochi, c'est ça le signe par lequel je t'envoie, parce que justement, je veux une personnalité comme la tienne. Quelqu'un qui sait se remettre en question. Et Akadosh Baruch Hu va lui répéter ça lorsque Moshe va dire Kvad Peh ou Kvad Lashon, qu'il a un défaut de langage. Je vous dis, mais justement, il met très important ce défaut de langage. Pourquoi? Et ça va montrer un autre aspect sur lequel nous reviendrons dans un moment. Ça nous montre aussi la Achnara, c'est-à-dire la soumission de Moshe. Quand je vous dis, je ne veux pas qu'on dise que c'est parce que tu sais haranguer les foules, parce que tu es un beau parleur, tu es un bel intervenant. Alors c'est pour ça que tu as pu gérer, mener toute cette foule derrière toi. Précisément, tu es bègue, tu as un défaut de langage, tu as des difficultés à t'exprimer. Eh bien, on va bien voir que si tu as été suivi, ce n'est pas par l'apparence extérieure. C'est parce qu'il y a un fond à ton propos. Il y a quelque chose de solide dans ce que tu dis. Il y a quelque chose de divin dans les propos que tu avances. Voyez-vous? Donc Moshe Rabbeinu fait preuve de Hanava. Et dans la négociation qui va durer une semaine, 7 jours, entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, avant qu'il n'accepte la mission, le dernier argument de Moshe va être Shlach nabeyat tishlach. Mais envoie celui que tu dois envoyer. Il faisait référence à son frère Aaron, de 3 ans son aîné, lequel Aaron, pendant tout le temps où Moshe était en exil à Midian, avait lui la charge du peuple. C'est lui qui soutenait le peuple d'Israël dans sa misère et son asservissement. Et Moshe Rabbeinu dit, mais enfin, ça lui revient de droit. Pourquoi ce serait moi qui irais, avec tous les honneurs, n'est-ce pas, parce que malgré tout, oui, qui irait sortir le peuple d'Israël au lieu de mon frère Aaron. Shlach na beyat tishlach. Oui, après la justice, l'humilité. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a, et c'est aujourd'hui une valeur en voie de disparition, il y a chez Moshe un trait de caractère d'une puissance infinie, qui est celle de la Hakavat Hatov, la reconnaissance. Je fais une parenthèse. Celui qui est reconnaissant s'appelle Makir Tova. Le contraire de Makir en hébreu, c'est le Makir. Le contraire d'un verbe, c'est lo. Ani medaber ivrit, ani lo medaber ivrit. Ani yodea, ani lo yodea. Ani makir, ani lo makir. Celui qui est reconnaissant s'appelle Makir Tova. Donc celui qui n'est pas reconnaissant doit s'appeler Lo Makir Tova. Eh bien non. Il ne s'appelle pas Lo Makir Tova.
Je vous ai dit ici ce que j'avais entendu il y a plus de 25 ans de Rav Ezrahi, au Yeshiva de Mir. Il dit le contraire de Makir Tova, c'est Kafoui Tova. Et que signifie Kafoui Tova? Dans le mot Kafoui, il y a le mot Kippa. Qu'est-ce qu'elle fait la Kippa? Elle couvre. C'est-à-dire, je couvre et je dis, vous avez vu quelque chose, vous? Vous n'avez rien vu? Il ne s'est rien passé. Le contraire de celui qui fait preuve de reconnaissance, c'est celui pas seulement qui dit, je ne veux pas, je veux pas dire merci. Je sais, je suis conscient, mais je ne veux pas dire merci. Non, non. Il dit, mais il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de quoi dire merci. Et c'est pas pour rien que je fais la parenthèse, c'est parce que nous vivons dans un monde où on apprend que tout est en termes de droit, que tout est en termes de revendication, et il ne faut surtout pas dire merci. Et dans tous les cercles, dans tous les domaines, on ne dit pas merci. On n'est pas Makir Tova. On est Kafoui Tova. Mais pourquoi? C'est un droit, c'est un dû. Eh bien, Moshe Rabbeinu va nous donner la leçon contraire. Il y a un très joli midrash qui dit ceci. Lorsqu'il a sauvé les filles de... Oui, je ne suis pas chronologique, hein, je suis plus didactique, vous voyez. Je prends par thème et non pas par chronologie. Donc je reviens à cet épisode où Moshe Rabbeinu a permis aux filles de Yitro d'abreuver leurs troupeaux et de rentrer plus rapidement chez elles. Alors, le papa leur demande Madoua mihartem bo hayom. Pour quelle raison vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Les filles répondent Ish mitzi hitilanu miyad avoim. Un homme égyptien nous a défendus, nous a sauvés de la main des bergers. Le papa est au courant de la situation. Un homme égyptien nous a sauvés. Le Midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire un homme égyptien nous a sauvés? Et le Midrash de donner cette parabole. Un homme marchait dans la forêt, quand soudain il a été mordu par un âne sauvage. Alors, effrayé par la blessure, par la morsure, et inquiet, oui, il cherche un point d'eau. Il voit une rivière, et dans cette rivière, il peut laver sa plaie. Seulement, il voit dans cette rivière un enfant qui est en train de se noyer. Alors, il se jette à l'eau, il récupère l'enfant qu'il ramène sur le rivage, et l'enfant lui dit « Merci monsieur, vous m'avez sauvé la vie ». Et ce monsieur lui répond « Non, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé la vie, c'est la bête sauvage qui m'a mordu. Parce que si je n'avais pas été mordu par la bête sauvage, je ne serais pas venu à la rivière et je ne t'aurais pas vu. » Et le Midrash dit c'est exactement ce qu'a fait Moshe. Quand les jeunes filles l'ont remercié pour l'assistance qu'il leur avait apportée, Moshe répond, vous savez, si je n'avais pas tué un Égyptien, je n'aurais pas pris la fuite de l'Égypte, je serais encore au palais royal. Quelque part, c'est grâce à ce rachat-là dont nous allons reparler, ce rachat-là, c'est grâce à lui que vous avez été sauvés. Et voilà pourquoi les filles, quand elles rentrent, et que Yitro leur demande Madoua mihartem bo hayom, elles répondent Ish mitzri. C'est un homme égyptien. La reconnaissance de Moshe, même vis-à-vis d'un homme dont lui-même a considéré qu'il était passible de mort. Mais, autre chose encore. Lorsque Hakadosh Baruch Hu parvient à faire accepter Moshe de prendre la direction du sauvetage des Israël, on voit que Moshe demande à Hakadosh Baruch Hu l'autorisation de retourner chez Yitro. Vous savez, quand Hakadosh Baruch Hu demande quelque chose, c'est à l'instant T. Et pendant toute la carrière de Moshe,
On dit bien que Moshe n'a pas retrouvé sa vie de famille après Matan Torah parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'ata po amod imadi. Toi reste ici à côté de moi. Parce que on a dit que la névoie de Moshe n'était pas semblable à la prophétie des autres prophètes. Moshe, à tout instant, Akadosh Baruch Hu pouvait lui parler, à tout instant, Akadosh Baruch Hu pouvait lui demander d'être opérationnel. Et voilà que lorsqu'il lui demande d'aller parlementer avec Pharaon, Moshe lui dit, s'il te plaît, laisse-moi d'abord retourner chez Yitro. Il faut que je l'en informe. Il faut que je lui dise. Il faut que je prenne congé. Après tout, c'est mon hôte. Et Akadosh Baruch Hu va admettre et va le laisser retourner chez Yitro. Mais ce n'est pas fini. Ve'et hamate hazeh tikach beyadecha asher ta'aseh bo et ha'otot. Devant le buisson, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, Ve'et hamate hazeh, et ce bâton-ci, le bâton que Moshe avait, avec lequel il conduisait le troupeau, ce bâton avec lequel Moshe a fait tous les nissim et niflaot, tous les prodiges, Akadosh Baruch Hu lui dit, ce bâton, tu vas le prendre avec toi, asher ta'aseh bo et ha'otot. C'est avec ce bâton que tu vas faire les signes, que tu vas opérer les signes en Égypte. Et Moshe Rabbeinu est mandaté pour sévir en Égypte. Oui, il va y avoir les 10 plaies. Si vous regardez bien le texte, c'est vrai que c'est dans Parashat Vaïra, vous vous rendrez compte que pour les 3 premières plaies, Dieu dit à Moshe, dis à Aaron 2. La première plaie, c'était donner un coup sur le Nil, afin que les eaux du Nil deviennent sang. La deuxième plaie, c'était de nouveau frapper le Nil, et du Nil est sortie une grenouille qui s'est démultipliée. La troisième plaie, c'était frapper le sol égyptien, et là, le sable d'Égypte s'est transformé en vermine. Il a été infesté de poux. Et pour ces 3 plaies, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis à Aaron. Pourquoi dis à Aaron? Lorsque Moshe a dit, je passe le flambeau, enfin je passe pas le flambeau, je te demande de nommer Aaron, Akadosh Baruch Hu dit non. Et tout d'un coup, c'est Aaron qui va opérer pour les 3 premières plaies. Surprenant. Le Midrash de nous expliquer. Akadosh Baruch Hu a demandé cela à Moshe parce qu'il s'agissait de frapper le Nil à 2 reprises et le sol de l'Égypte à 1 reprise. Or, le Nil avait rendu un service à Moshe, qui était justement de ne pas l'emporter dans ses flots. Et le sable d'Égypte avait permis à Moshe d'ensevelir l'Égyptien, de masquer le meurtre qu'il avait commis. Et pour ces raisons-là, même vis-à-vis de minéral, même vis-à-vis de végétal, nous avons une obligation de reconnaissance. Avant de nous donner les mitzvot, il y a d'abord des enseignements de vie. Et Moshe Rabbeinu a tellement bien retenu la leçon, parce que là c'est Akadosh Baruch Hu qui lui dit, demande à Aaron, qu'à la fin de sa vie, lorsque, suite à l'intervention de Bilam, qui va proposer à Balak de faire venir un certain nombre de femmes, oui, qui vont éconduire les enfants d'Israël, il va y avoir une débauche dans le peuple, et ainsi, le peuple ayant fauté, le peuple ne sera plus en phase avec Dieu, et Dieu se mettra en colère, parce que tant qu'Israël vit en phase avec Akadosh Baruch Hu, il n'est pas question qu'Akadosh Baruch Hu abandonne son peuple. Alors, Bilam ne peut rien faire contre le peuple d'Israël. Il propose à Balak une action comme ça, de dépravation de mœurs. Et ça va marcher. Il va y avoir les filles de Moab et les filles de Midian qui vont s'atteler à la tâche. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, maintenant tu vas mener une opération punitive contre Midian. Que fait Moshe? Il délègue. Il m'attend. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas mener cette guerre. Et il nomme Pinchas
invraisemblable. On dit Moshe avait pris la leçon. Le sable de l'Égypte, il ne fallait pas le frapper. Les eaux du Nil, il ne fallait pas les frapper. Parce qu'elle lui avait sauvé la vie, parce qu'elle lui avait permis d'ensevelir le cadavre de l'Égyptien, le Midian, il y est resté pendant 40 ans. Il a été abrité à Midian. Il faut mener une opération punitive, certes, mais ce n'est pas à lui de la mener. Et Moshe Rabbeinu va faire preuve de Hakaratator, de reconnaissance, même vis-à-vis de Midian, qui a fait donc fauter le peuple d'Israël. Alors on peut dire, bon, très bien, ce sont de très belles qualités morales, mais peut-être que ces qualités morales de Moshe, on a dit reconnaissance, on a dit humilité, on a dit recherche absolue de la justice, peut-être que ça masque une espèce de mollesse, manque de caractère. Est-ce qu'il a l'envergure d'un dirigeant? Vous comprenez, il est là, il faut que tout soit calme. Eh bien, les exemples ne manquent pas. Quand nous avons parlé de l'Égyptien que Moshe va tuer, il est écrit Vaïfen ko vacho vayar ki ein ish. Vaïfen ko vacho, il s'est tourné à droite et à gauche, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Nous pensons que physiquement, Moshe s'est retourné, a vu qu'il n'y avait personne, alors il peut tuer l'Égyptien. Mais nous voyons bien que le lendemain, quand il va voir les deux Hébreux se quereller, et qu'il va demander, mais pourquoi vous êtes en train de vous bagarrer, un des deux va lui dire, tu veux me tuer, tu veux tuer l'un d'entre nous, hein, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, donc Moshe a été vu. Était-il en embuscade, ou y avait-il du monde présent? En fait, quand on dit, Vayar ki ein ish, Vaifen ko vacho, c'est que Moshe a usé, déjà à l'époque, d'un pouvoir de prophétie, qui lui a fait analyser la situation. Vaïfen Kovacho, il s'est tourné de ci, de là, c'est-à-dire qu'il a analysé ce personnage. Et il a vu peut-être que de ce personnage, quelquefois, parce que ce personnage-là, cet Égyptien, en fait, pourquoi frappait-il l'Hébreu? Parce que il était allé au petit matin, dans le noir, dans l'opacité de l'aube, il était allé le chercher pour aller aux travaux forcés. Et pendant que l'autre était en train de se rendre sur les chantiers, alors que ce n'était pas l'heure du début des travaux, il s'était introduit dans sa maison et avait abusé de son épouse. Et lorsque le monsieur est allé sur le chantier, il s'est rendu compte que personne ne s'y trouvait, il est rentré chez lui. Et en rentrant chez lui, il a croisé le fameux Égyptien. Et comme les Égyptiens, tout ce qu'ils faisaient, c'était surtout que personne ne devait le savoir, ne devait s'en rendre compte. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer les garçons à la naissance pour que la maman ne se rende pas compte. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut priver les maisons juives de leurs garçons. Mais il ne faut pas montrer qu'on est sectaire ou on ne va pas dire antisémite à l'époque. Qu'est-ce qu'on va faire? Tous les garçons qui naîtront, y compris les Égyptiens, tout dément. Mais c'est pour dire qu'on veut toujours masquer ses méfaits. Alors lui, ce monsieur, comme il s'est fait démasquer, eh bien, cet Hébreu, il lui en veut à mort. Il est en train de le frapper, il est en train de le battre. Moshe Rabbeinu va y faire une Kovacho, il tourne la situation, il dit, mais quelquefois il se passe des choses qui sont, on ne sait pas, qui sont d'origine divine, on ne comprend pas. Alors il analyse la situation, Vaya ki ein ish, il a vu que de cette union il n'y aurait pas d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire d'homme? Ça veut dire d'homme responsable. Et effectivement, de cette union va naître un enfant, et cet enfant va être le blasphémateur dans l'histoire que raconte cet Sefer Bamidbar dans le désert. Ce blasphémateur qui va devoir être mis à mort. Vaya ki ein ish. Alors il fallait prendre la décision de punir cet homme, parce que cet homme avait commis un acte abominable, sans aucune raison, il n'y avait aucune morale derrière, il n'y avait aucune volonté divine derrière, donc il fallait sévir. Mais il y a encore une autre interprétation. C'est que Moshe va être véritablement ce jour-là confronté à sa double identité. Parce que Moshe est hébreu, et il le sait, il va vers ses frères. Mais il grandit au palais royal.
Et il le sait aussi. Et il est partagé. Que faut-il faire? Et lorsqu'il voit le Mitzri frapper le Ivri Me'echav, lorsqu'il voit l'Égyptien frapper l'Hébreu, il se dit donc, la cohabitation est impossible. On ne parle pas seulement de cohabitation sociale, mais Moshe Rabbeinu disent les textes, est en train de réfléchir à une cohabitation intérieure. Parce que Moshe vit cette dualité, le côté égyptien et le côté hébreu. Alors, Vaïfen Kovacho, il tourne la situation d'un côté et de l'autre. Vayar ki ein ish, c'est très intéressant à retenir. Vayar ki ein ish, il voit qu'il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire que quand on veut jouer sur les deux tableaux, on n'est finalement ni l'un ni l'autre. Il faut choisir. Et Moshe va être obligé de choisir, mais c'est difficile. D'un côté, il vit dans les lambris, peut-être qu'il y en avait à l'époque, du palais de Pharaon. Et d'un autre côté, il y a cette vie d'hébreu, de Ivri, celui qui est toujours en train de passer, celui qui doit toujours essayer de se justifier, celui qui est frappé par le plus fort. Que faut-il faire? Vaïfen ko vacho, vayach ein ish. Il faut choisir. Vayach et Mitzri, alors il frappe le côté égyptien, qui est en lui, on peut dire, Vaïtmene ou Bachol, et il va l'ensevelir dans le sable, oui, dans le sable, mais Chol, ça veut dire aussi le côté profane. C'est-à-dire que le côté Chol va disparaître de chez Moshe, il faut maintenant travailler le côté Kodesh. Moshe fait des choix. Moshe analyse les situations. Ce n'est pas des réactions brutales, mais réfléchies. Vaïtmeneu Bachol. Mais quand le lendemain, il va voir deux Hébreux se quereller. Alors, il va dire au bagarreur, Lama taker echa. L'autre lui dit, alors, Geniata Omer Kacher Arakta et Mitzri, est-ce que tu comptes me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il est dit, Vayira Moshe. Moshe a eu peur. Vayomer, Achen Noda Adavar. Il s'est dit, alors la chose est sue. Alors nous imaginons, c'est la lecture, ce qu'on appelle la lecture du Pshat, la lecture du sens premier, du sens littéral du texte. Moshe a eu peur, il s'est dit, ben, mon affaire est connue, demain ça va apparaître dans tous les journaux. Non. Vaïra Moshe. Moshe a eu peur. S'il avait tellement peur, il n'aurait pas tué l'Égyptien. De quoi a-t-il eu peur? Vayomer Achen Noda Adavar. Il dit maintenant la chose est sue. Qu'est-ce que ça signifie, la chose est sue? Maintenant je comprends. Je me posais la question, depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années je me pose la question. Mais est-il possible qu'un exil dure si longtemps? Est-il possible qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse dans une situation aussi terrifiante? Ah, maintenant je vois, il y a de la bagarre à l'intérieur. S'il y a de la bagarre à l'intérieur, si à l'intérieur même du peuple d'Israël, on n'arrive pas à s'entendre, alors il y a vraiment de quoi avoir peur. Vaïra Moshe. Il dit maintenant, Noda Adavar, la chose est sue, la chose est comprise. Quelle chose? Les raisons de l'exil. Par qui c'est su? Par qui c'est compris? Par lui, Moshe. Maintenant je comprends les raisons de tout cela. Ça c'est Rav Shapira. Et c'est la raison pour laquelle, quand Akadosh Baruch Hu va lui demander d'aller sauver le peuple d'Israël, c'est vrai, Moshe a répondu, Mi anochi ki elech el paro, qui suis-je? On a parlé de la Hanava. Mais dans la foulée, Moshe continue, parce que j'avais tronqué le texte tout à l'heure, il dit, Vekri oti et bnei Israël me'eret Mitzraïm, et je vais faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et Rashi à ce propos dit, Mazchut yesh lahem.
Mazhut Yeshlahem. Mais par quel mérite? Quel mérite ont-ils pour que je les fasse sortir? Moi, j'ai laissé une situation absolument abominable, difficile. Je comprenais la raison de l'exil. Pourquoi maintenant tu veux les faire sortir? Aurait-il changé? Et c'est ce que va répondre à Kadosh Baruch Hu. Il va répondre à Moshe. Voilà le signe par lequel je t'envoie. Lorsque tu les feras sortir, vous viendrez me servir ici, sur cette montagne. Sous-entendu, tant qu'ils sont, ça aussi ce sont des enseignements sur la personnalité de Moshe, mais si on réalise bien, on entend bien, ce sont autant de messages intemporels. Intemporels. Ouais. Et on peut tous les uns après les autres se les appliquer même au niveau de la dualité. à nous-mêmes. Même au niveau de la dualité. Même au niveau de la dualité. On n'a pas le niveau de Moshe, on n'a peut-être pas le niveau de Moshe, mais en tout cas, le positionnement, la question à poser, le positionnement, bien sûr, bien sûr. Regardez. Akadosh Baruch Hu lui dit, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais de mon côté, la décision est prise. Tu vas les faire sortir. Et j'insiste. Lorsque tu feras sortir le peuple du pays d'Égypte, vous viendrez me servir sur cette montagne. Sous-entendu, c'est pas faux ce que tu dis. Mais regarde dans quel contexte il évolue. Et plus tu les laisses dans ce contexte, et moins ils auront de chances de s'en sortir. On sait bien que les Bnei Israël, effectivement, avaient atteint le 49e sur 50, le 49e degré d'impureté. Il s'en fallut de peu pour qu'ils ne puissent jamais s'en sortir. Donc, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, mais c'est précisément ça ce que je suis en train de t'enseigner. C'est qu'il faut les sortir d'urgence. Il y a une question de contexte. Si le contexte est défavorable, si l'entourage est défavorable, eh bien, ils resteront comme tu les as connus. Alors que dès que tu les feras sortir, et ça va être un phénomène hors du commun, que chaque jour ils gagnaient, à la sortie d'Égypte, chaque jour ils gagnaient un degré de Tahara, jusqu'à pouvoir, de Kedusha, jusqu'à pouvoir converser, échanger avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu propose la Torah, le peuple répond à un Seder Nishma. Alors qu'en Égypte, ils n'étaient pas du tout en mesure d'assister à leur propre sauvetage. Lorsqu'il y a eu la mort des préliminaires, Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous resterez bien à l'intérieur de vos maisons, surtout n'en sortez pas. Parce qu'il y a le Malach HaMavet qui circule. Et vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous n'avez pas tant de mérite que ça. Votre mérite pour l'instant, c'est quoi? C'est de m'avoir suivi, de mettre le sang sur les poteaux de la maison et d'avoir tué la divinité égyptienne. C'est tout ce que vous avez. Hein. Brit Mila et le sang du Korban. Alors, comment dirais-je? On dirait en français, ne tentez pas de diable. Hein, vous comprenez? Ne sortez pas. Alors que 50 jours plus tard, Mahamad Har Sinaï va se passer en plein air, devant le Har Sinaï. Ils vont voir les sons, c'est-à-dire, vous savez, on a toujours rigolé quand on dit ils voyaient les sons. Qu'est-ce qu'on peut voir des sons? Mais oui, on peut voir des sons. Les sons sont des ondes. Et donc ils avaient une perception telle que les sens étaient exacerbés, qu'on pouvait voir les sons. Ils pouvaient voir Akadosh Baruch Hu, être aux premières loges. Et c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Lorsque tu les feras sortir d'Égypte, tu verras le niveau qu'ils vont récupérer. Ne les laisse pas moisir dans cette ambiance défavorable, dans cet environnement hostile. Parce que, évidemment, vivre avec des gens qui sont hostiles, eh bien, tu deviens aussi hostile. Quand tu vis à l'intérieur d'un milieu ambiant défavorable, eh bien, ton comportement devient tout aussi odieux. Donc Moshe analyse et ne manque pas de lucidité. Et même pendant cette négociation, au buisson toujours, Akadosh Baruch Hu va lui dire Mazé beyadecha. Parce que Moshe lui demande, il lui pose un certain nombre de questions, et finalement, Akadosh Baruch Hu lui dit Mazé beyadecha. Qu'est-ce que tu en as? Il lui répond Maté.
j'ai un bâton. Akadosh Baruch Hu lui dit, jette-le par terre. Il le jette par terre. Et il devient un serpent. Akadosh Baruch Hu lui dit, Shlach yadcha ve'echos biznavo. Envoie ta main et attrape-le par la queue. On n'attrape jamais un serpent par la queue. Si on veut attraper un serpent, il faut toujours attraper par la tête. Attrape-le par la queue. Moshe le prend par la queue, il redevient bâton. Le Pardes Yosef explique cet échange au-delà des mots. Et dit, on est à la fin, pratiquement à la fin de la négociation. C'est-à-dire que Moshe a deux doigts d'accepter. Il ne lui reste plus que l'argument Shlach Nabi Yatishlach, on voit avant. Mais Akadosh Baruch Hu connaît Moshe. Vous savez que Moshe Rabbeinu a été pleuré pendant 30 jours. Et Aaron a été pleuré aussi. Mais il a été pleuré par tout le peuple d'Israël. Moshe n'a peut-être pas été pleuré par tout le peuple d'Israël. Pour Aaron, il était que tout le peuple. Parce que Aaron, c'était comme une maman pour le peuple. Alors que Moshe, c'était comme un papa pour le peuple. C'est-à-dire Moshe était rigoureux. Moshe, c'est la Torah. La Torah avant tout. Et donc, Akadosh Baruch Hu connaît Moshe, il lui dit, Mazebeyadera. Qu'est-ce que tu tiens en main? Il ne sait pas ce qu'il tient en main. En fait, il est en train de lui demander, qu'est-ce que tu tiens en main? Quelle est ta politique? Quels sont les moyens de ta politique? Quels éléments tu as en main? Et Moshe lui répond, un bâton. Ça veut dire la rigueur. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, ah bon? Lâche-le vite, ce bâton. Lâche vite le bâton. Si tu tiens le bâton comme ça, si tu crois qu'avec la rigueur et la fermeté tu vas pouvoir mener le peuple, tu te trompes. Et Moshe jette le bâton. Et le bâton devient quoi? Serpent. Qu'est-ce que c'est que le serpent? Le serpent c'est quoi? C'est le symbole de quoi le serpent? Du mal. Quel mal? Le mal insidieux, le mal lachonava, le mal qui vient par derrière, le mal inattendu. Il lui dit, tu sais ce que tu vas faire avec ça? On va peut-être te craindre, mais on ne va pas te respecter. Tu vas tout perdre. Tout va se jouer derrière toi. Alors Moshe lâche le bâton. Quand vous dit quoi? Alors maintenant tu vas nous la jouer comment? Anarchiste, chacun fait ce qu'il veut. Shlach yadcha ve'echos biznavo. Reprends le bâton, mais par la queue. Ça veut dire que le bâton n'a plus la même puissance. Il est tenu comme ça. Oui? Je ne dirais pas le bâton d'un chef d'orchestre, mais il est tenu par la queue. La mère veut dire attention, il est là. Shlach yadcha ve'echos biznavo, et là le serpent redevient bâton. Moshe Rabbeinu ne manque pas d'envergure, il ne manque pas de caractère, oui, ni de lucidité, parce que autant il va prendre la défense du peuple, par exemple pour le Vaudor, ça c'est pendant Parajat qui dit ça, il va prendre la défense du peuple, en disant à Kadosh Baruch Hu, tu sais, s'ils ont fait ça, c'est que tu leur as donné tellement de richesse que quand on a beaucoup d'argent, on fait des bêtises. Et Akadosh Baruch Hu va admettre, va reconnaître. Moshe Rabbeinu va argumenter pour le peuple. Et quand Akadosh Baruch Hu dit, mais c'en est trop, je ne peux pas admettre une chose pareille. Moshe dit, bon, tu peux pas admettre, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, mais je vais le détruire. Et de toi, je ferai un grand peuple, parce que toi, tu n'as pas fauté. Moshe dit, ah bon? Mais moi aussi, j'ai fauté, j'ai brisé l'étape de la loi. Donc si tu les effaces, tu m'effaces aussi. Mais Helina Missifrecha. Il tient tête. Pour autant, Moshe Rabbeinu va demander au peuple de punir les coupables. C'est-à-dire, vous allez prendre votre lance et vous allez traverser le camp. Et celui que vous rencontrez, même si c'est un fautif, même si c'est quelqu'un de votre famille, vous le transpercez. Parce qu'on ne laisse pas les choses comme ça. On ne laisse pas de la Vodazara s'installer dans le peuple. Moshe ne manque pas de cran. Oui. Dans une décision courageuse concernant Korah, où il va dire à Akadosh Baruch Hu, n'écoute pas, ne les écoute pas. Il faut qu'ils vivent une mort, surnaturelle.
pour qu'on voit bien qu'ils étaient dans l'erreur. Oui. Moshe Rabbeinu va avoir ce courage de briser les tables de la loi. Et vous savez qu'Akadosh Baruch Hu lui en sait gré, puisqu'il va lui dire, quand Moshe obtient le pardon de Dieu, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas façonner les tables comme celles que tu as brisées. Et les Mfakshim disent, Kacher Shiba, non, pardon. Je vais écrire les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et on dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu as brisé? Pourquoi il mentionne encore que tu as brisé? Pour lui dire, mais c'est bien de les avoir brisées. Il y a chaque fois que tu les as brisées. Et vous savez qu'à la fin de la vie de Moshe, on nous dit ceci. Donc, quand Moshe est mort, et que le peuple le pleure, oui, Velo kam navirot be'Israël ke Moshe. Il n'y a pas eu un prophète qui s'est levé en Israël comme Moshe. Asher yidao Hashem panim el panim. Avec qui Akadosh Baruch Hu a eu une relation en vis-à-vis, visage à visage. Les cholaotot ve'hamoftim, pour tous les signes et les prodiges. Asher shlachou Hashem la'asot be'eretz Mitzrayim, qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé faire en pays d'Égypte. Les pharaons ou le chol avadav ou le chol artso. À Pharaon, ses serviteurs et tout son peuple. Ou le chol ayad achazaka. Et pour toute la main puissante, Rashi explique, chez Kibel et HaTorah, Beluchot, Beyadav. Il a lui-même porté les Luchot, Yadav Chazaka. Ou le Chol HaMorah HaGadol, Asher Asa Moshe L'Aïne Kol Israël, et pour toute la grande crainte que Moshe a inspirée aux yeux de tout Israël. Ou le Chol HaMorah HaGadol, Rashi, Nissim ou Gvurot Shebamidbar Hagadol Vehanora. Ces grands faits et gestes de Moshe, où ça? Dans le désert grand et redoutable. Aux yeux de tout Israël, et l'école Israël, dernier mot de la Torah. Shenesao libo lishbor haluchot le'ainehem, sheneemar vaishberem le'ainechem. Oui, veiskim adat HaKadosh Baruch Hu, les derniers mots de la Torah aux yeux de tout Israël. On dit qu'est-ce qui s'est passé aux yeux de tout Israël quand il a brisé les tables. Un acte de courage extraordinaire dont Akadosh Baruch Hu lui s'est gré. Vous imaginez? Tout ce qu'on va retenir de Moshe Rabbeinu après sa mort, les derniers mots de la Torah à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas les hauts faits des 40 années passées dans le désert. C'est pas le fait qu'il ait amené la Torah, bien sûr on en parle, hein. Yad Chazaka, Mora Gadol, mais les Kol Israël, les derniers mots, 3 derniers mots de la Torah, c'était quoi? Les Kol Israël, allusion au bris des tables de la loi. C'est dire donc si Moshe avait cette carrure. Mais une carrure qui ne va certainement pas l'empêcher d'avoir de la hachmara. La hachmara, c'est de la soumission. Et, encore un élément important pour nous tous. Trop souvent, on imagine que être soumis, se conformer à des règles, se conformer à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est perdre de sa personnalité. Eh bien non. On a parlé de la personnalité de Moshe. Pour autant, Moshe était nichna. Prenons un exemple. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je reprends l'exemple de tout à l'heure, Kvad Pe, Chvad Lachon, mais moi je ne sais pas parler. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Moshe est en train de dire, mais comment veux-tu que je gère le peuple? J'ai du mal à m'exprimer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais Zelechaot. Et précisément, tu vas accepter ça. Nous on a dit tout à l'heure, c'est ce que je recherche. Je recherche cette arnava. Mais pas seulement, ni anochi. Mais je suis kvad pe ou kvad lachon. Ben oui, je ne veux pas qu'on dise que ça vient de toi. Surtout qu'on ne dise pas que ça vient de toi. Et Moshe pourrait dire, mais attends, si ça ne vient pas de moi, comprenez? Dans les associations, tout le monde est prêt à travailler, hein, à condition d'être président. Hein. Bien sûr que je veux travailler,
Mais si mon nom ne figure pas, hein, si un jour on a pris des photos et je ne suis pas sur la photo, attention, hein. Vous comprenez? Moshe, non, 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 justement, il ne faut pas que tu sois sur la photo. Vous savez que dans la Haggadah de Pessah, avec tout ce qu'a fait Moshe, pas une seule fois le nom de Moshe. Toute la Haggadah. Sauf dans la citation sur le passage de la mer Rouge, Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Hashem. Oui, ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe son serviteur. On n'allait quand même pas couper le passeau. Mais c'est la seule fois où Moshe est mentionné. On ne mélange pas le donneur d'ordre, le maître et le disciple. Il ne faut pas qu'on se trompe. Lui, il n'y a pas d'amalgame, comme chez d'autres. On se demande qui est qui. Vous comprenez? Kadosh Bokhu, c'est un Kadosh Bokhu. Moshe, c'est un Heved. C'est un Heved Ne'eman. Vous suivez mon regard. D'accord? Donc, Moshe accepte parce qu'il a la Hanava. Et juste après, lorsque Moshe va aller voir Pharaon, et que Pharaon, parce que Moshe a parlé d'une absence de 3 jours, va dire, oh, vous parlez d'un week-end, vous parlez de congé, mais vous savez, quand on a le temps de parler de congé, c'est qu'on est syndiqué, hein, c'est qu'on ne travaille pas assez. Allez, on va vous faire travailler davantage, comme ça vous ne pourrez même plus penser à des vacances. Et la tâche va devenir encore plus ardue. Les Bnei Israël vont devoir faire le même nombre de briques sans avoir la matière première. Et Moshe va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, lui dit, mais depuis que tu m'as, la fin de la paracha, depuis que tu m'as envoyé chez Pharaon, non seulement il n'a pas renvoyé le peuple, il n'a pas libéré le peuple, mais en plus, leur situation s'est aggravée. Il a l'air de dire, à quoi je sers? Vous savez ce que lui répond Kadosh Baruch Hu? C'est le dernier verset de la paracha de Shemot. Maintenant tu vas voir, Ata tir'e Asher erese les Pharaons, ce que je vais faire à l'Égypte, à Pharaon. Tu vas voir ce que je vais faire. Parce que Moshe avait dit, depuis que tu m'as envoyé, quoi? Parce que tu imagines un instant que c'est toi qui fais le travail? Non. Tu vas voir ce que je vais faire à l'Égypte. Et Moshe va accepter, bien évidemment. Moshe, toujours au buisson, pour avoir dit, mais Vehen Ishmeoli, ils ne vont pas m'entendre. Je vais leur parler de libération, ils ne vont pas me croire. Vous savez qu'un des signes que Moshe devait rapporter à Pharaon, c'était de mettre sa main sur la poitrine et de la sortir lépreuse. Mais il aurait pu faire autre chose. Akadosh Baruch Hu aurait pu lui donner un autre signe. En fait, c'était un signe pour Pharaon, mais c'était un signe aussi pour Moshe. La lèpre, c'est la maladie associée au Lachon Hara. Moshe avait fait du Lachon Hara sur le peuple. Ils ne vont pas me croire. Quoi? Comme ça, tu parles de ton peuple? Et Moshe va être frappé de lèpre. De façon instantanée, il va remettre sa main sur la poitrine. Et la main va réapparaître aussi jolie que précédemment. Il n'empêche, il va devoir subir. Et c'est pas fini. Lorsque Moshe, après avoir eu l'autorisation de Yitro, va prendre sa femme et ses enfants pour repartir en Égypte, à l'auberge, c'est le Shvi'i, c'est la dernière partie de la paracha, à l'auberge, Akadosh Baruch Hu a voulu tuer Moshe. Le Midrash dit qu'il y a un Nahash qui était là, en train de l'engloutir, oui, par la tête, puis par les pieds. C'est Tzipora qui s'en est aperçu. Que s'était-il passé? Il n'avait pas fait circoncire le fils, le deuxième garçon qui venait de naître. Alors on dit, oui, mais Moshe Rabbeinu était préoccupé, justement, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'en Oseg le mitzvah, Patomi la mitzvah, quiconque est affairé à une mitzvah est dispensé d'en appliquer une autre. Moshe Rabbeinu était en mission. On dit, oui, il était en mission. Tant qu'il est sur la route, c'est-à-dire qu'il est en train de se rapprocher de l'Égypte, il va en mission. Il n'y a pas de souci. Il est Rosek be mitzvah. Il s'affaire à une mitzvah, il peut être dispensé d'une autre mitzvah. Mais là, il n'était pas en mission. Il était à l'auberge. Il passait la nuit à l'hôtel pour se reposer. Ah, tu te reposes et tu ne penses pas faire la vie de ton fils? Attendez, vous imaginez
Si Moshe avait effectivement été mordu par ce serpent, il aurait pu décéder. Et oui, oui, il serait décédé. Mais Akadosh Baruch Hu avait dit qu'il n'y avait que Moshe qui pouvait sauver le peuple d'Israël. Eh bien oui, ben, il n'aurait pas été sauvé. Comment? On va laisser tout un peuple à servir en Égypte parce que Moshe n'a pas fait la mina de son fils? Akadosh Baruch Hu répondra, ah oui? Et tu veux maintenant qu'il y ait un dirigeant qui apprenne au peuple à se conduire alors que lui ne se conduit pas bien? Comme dit l'expression qui n'est pas de chez nous, charité bien ordonnée, bien. Donc si Moshe Rabbeinu ne sait pas lui-même se conformer aux ordres, comment peut-il ensuite enseigner au Bnei Israël de bien se conduire? Et Moshe va devoir obtempérer, et va devoir comprendre la leçon. Tout est décidé par Hachem. Comment? Tout est décidé par Hachem, on est d'accord, c'est pour ça que Tzipora l'a vu. C'est pour ça que Tzipora s'en est rendu compte. Oui, elle s'en est rendue compte. D'accord? On est d'accord, mais parce que tout est décidé par Hachem. Donc au final, Décidé. il n'aurait pas été dévoré. On ne sait pas. On ne sait pas. Décider, on ne sait pas. Toujours est-il que, même si on va dire que c'était un avertissement, l'avertissement est là. Tu ne peux pas attendre de l'autre ce que toi tu n'es pas en mesure de faire. Ouais. Le dernier exemple que je prendrai, c'est un des plus beaux. Lorsque Kadosh Baruch Hu a dicté la Torah à Moshe, il y a le fameux livre qui commence par Ikra et Moshe, il appela Moshe, Kadosh Baruch Hu appelle Moshe de l'intérieur du Mishkan, du sanctuaire. Et Moshe écrit Vaïkar, ça veut dire sans le Aleph. Et Kadosh Baruch Hu dit non, Vaïkra avec Aleph. Moshe lui dit mais mon alter ego, mon contemporain, grand prophète comme moi, qui s'appelle Bilam, il est écrit à son propos, Vaïkar, à propos, quand Dieu lui parle, il est écrit que Akadosh Baruch Hu lui parle, mais il parle de façon inopinée. Vaïkar, Milachon Mikre, c'est accidentel. Alors, et moi tu m'appelles, c'est de façon officielle. C'est pas très joli par rapport à l'autre. Quand je vous dis non, lui c'est lui, toi c'est toi. Lui c'est Vaïkar et toi c'est Vaïkra. Alors on dit, bon, Moshe a écrit Vaïkra avec un petit Aleph. Et effectivement, dans le Sefer Torah, le Aleph de Vaïkra est plus petit que le reste des lettres. Mais on demande, mais Vaïkra et Moshe, Akadosh Baruch Hu appelle Moshe, il lui parle de l'intérieur du Mishkan. Il dit oui. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe n'est pas entré dans le Mishkan. Moshe, c'est lui qui a donné toutes les instructions, c'est lui qui va faire les 7 jours d'inauguration. Mais le Mishkan,